La 76e Assemblée générale des Nations unies en retiendra du discours de Félix Tshisekedi l'appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine de médicaments, surtout dans la lutte contre la Covid-19, mais aussi l'insécurité permanente en RDC et en Afrique. 10 ans de prison ferme à l'endroit du directeur général du Bureau central de coordination BCECO, Théophile Matondo Mbungu, est accusé de détournement de 5 700 000 $ américains de TVA dans le projet de lancement de la centrale hydroélectrique de Bukangalonzo. En Libye, à 3 mois des élections générales, le Parlement a voté une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdel Hamid. Les détails dans cette édition. Et en sport, des rencontres à suivre ce mercredi pour le compte de la Ligue nationale de football d'Esampé Simba. Vous suivrez ici dans ce journal la conférence de presse d'avant-match où le coach Omer Bayo revient sur la détermination à remporter ce duel contre le club de Kinshasa. Après les titres, place au développement. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50, 76e Assemblée générale des Nations unies. Lors de son discours du haut de la tribune, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur l'insécurité qui continue à prévaloir en RDC, en Afrique, ainsi que sur les conséquences liées à la 3e vague de Covid-19 sur le plan africain et mondial. Pour renverser définitivement la tendance actuelle, le président de l'Union africaine a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. En cortège comme Biden ou à pied comme Erdogan, les chefs d'État sont arrivés en dizaines ce mardi matin au siège des Nations Unies devant les médias du monde entier qui ont envahi l'entrée du bâtiment. Malgré les fortes restrictions imposées par la crise de la Covid-19, plusieurs délégations ont pu prendre place dans la salle de conférence où s'est tenu le débat général ouvert par le président Bolsonaro du Brésil. Seul chef d'État africain à prendre la parole lors de la première session, Félix-Antoine Tshisekedi a d'entrée de jeu fait un état des lieux de la situation provoquée par la crise de la Covid-19 en revenant sur les dispositions prises par les pays africains, notamment le sien, pour protéger les populations contre la montée vertigineuse des cas de contamination dès les premiers instants. Le président Tshisekedi a quant à se rassuré de l'engagement de la République démocratique du Congo à travailler avec d'autres États membres dans un esprit de coopération pour promouvoir la santé et le bien-être général. Concernant le développement économique, le chef de l'État s'est montré rassurant en mettant en exergue le plan directeur de l'industrialisation du pays, la volonté de l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la ratification de la loi portant création de la zone des libres-échanges continentales. Le président en exercice de l'Union africaine a aussi plaidé pour la levée de sanctions économiques contre le Zimbabwe afin de le permettre de jouer sa partition dans cette dynamique d'intégration économique. La République démocratique du Congo reste fidèle à son engagement en faveur de l'accord de Paris, a dit le président Tshisekedi, évoquant le changement climatique. Les problèmes de sécurité et terrorisme ont également été soulignés par le président en exercice de l'Union africaine comme des maux préoccupants du continent africain. La lutte contre l'impunité et la corruption demeure une priorité de notre action, a-t-il poursuivi, avant de plaider du haut de la tribune contre toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre et l'accès à l'éducation pour les femmes et jeunes filles. De quoi rassurer la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, fervente défenseur de droits des femmes, présente dans la salle. Après son discours qui aura répondu aux multiples attentes, le président en exercice de l'Union africaine a quitté le siège des Nations Unies avant le début de la deuxième session du débat général. Suspension de la faculté de médecine à l'université du Kasaï, la sécurité dans la province du Kasaï central et la problématique du transport aérien. Les sénateurs élus du Kasaï central ont été reçus par le président du Sénat dans son cabinet de travail. Images et commentaires. Ils sont sénateurs élus du Kasaï central. Touchés par la situation que traverse la population de leur circonscription électorale en général, et particulièrement par la situation des étudiants en médecine de l'université du Kasaï, Denis Kambay, Boniface Moratadi et Monalux Monachebe viennent à la rencontre du speaker de la Chambre du Parlement. Avec le sénateur Bahati Lukwebo, 3 questions majeures et d'actualité sont évoquées. Il s'agit
de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui suspend certaines facultés de médecine à travers le pays, la problématique du transport aérien dans la ville de Kananga et l'insécurité qui bat son plein dans la province du Kasaï central qui est due à l'absence de la logistique appropriée pour la police provinciale. La province du Kasaï central n'a aucun véhicule de patrouille policière. Vous savez que c'était le fief de Kamouina-Sapou. Aujourd'hui, ça pose problème de constater que la police qui opère fait des patrouilles à pied. De ces échanges, les sénateurs ont levé l'option de déposer une question orale avec débat aux responsables nationaux des différents secteurs dans le gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre Moïndo Nzangi de l'ESU et Chéribin Okende du Transport. Le Sénat, c'est pratiquement le relais de nos provinces. Et nous devons continuer chaque fois qu'il y a une question, le poser et faire voir à ceux qui nous suivent, surtout la population du Kasaï central, qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Les sénateurs sont là pour faire parvenir leurs desiderata acquis des droits. Le verdict est tombé mardi au tribunal de grande instance de la Gombe. Le directeur général du bureau central de coordination BCECO, Théophile Matondombongo, a été condamné à 10 ans de prison ferme, travaux forcés et interdiction d'exercer les fonctions publiques. Il lui est reproché de faits de surfacturation liés aux travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Bukangalonzo et un détournement d'une somme de 5 700 000 $ américains de TVA dans le même projet. Pour rappel, Matondombongo a été arrêté et transféré à la prison centrale de Makala depuis le mois de juin 2021. Meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï. Les journalistes Sosten Kimbidi est devenu sans accès à sa famille ni ses avocats il y a 24 heures à l'auditorat militaire de Kinshasa. Selon l'ONG Journalistes en danger, à en croire la radio France Internationale, le correspondant de l'agence française de presse d'actualité.cd et fixeur de RFI est accusé d'avoir eu en sa possession la vidéo de l'assassinat des experts de l'ONU. Il avait participé à l'enquête de la RFI sur ce meurtre. Au Sud Kivu, les prêtres de la paroisse Saint-François-Xavier de Bukavu ont été victimes d'une attaque de bandits armés et cagoulés qui se sont plutôt introduits dans la cure dans la nuit du lundi à mardi 21 septembre. Ces malfrats ont ligoté et torturé les prêtres avant d'emporter leurs biens et une importante somme d'argent. Plus d'explications, nous les aurons dans nos prochaines éditions. L'état de siège décrété en Ituri a besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous pour sa réussite. C'est ce qui justifie ce message de sensibilisation lancé par les différentes couches sociales de cette province pour la paix. Suivez. Des appels à la mobilisation pour la réussite de l'état de siège en Ituri se multiplient dans différentes couches sociales, des structures des femmes, en passant aux parlementaires. Yvette Moussafiri, présidente de l'Union congolaise des femmes de médias, invite ces groupes armés à s'inscrire dans la logique de la paix. Nous demandons à toute la population iturienne de travailler la main dans la main. Vous voyez, aujourd'hui, la province est par terre à cause de ces exactions à gauche et à droite. Vous voyez, avec l'arme, on ne peut pas construire. Nous ne faisons que détruire notre province nous-mêmes. Pour sa part, le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni réitère son message de soutien au FRDC engagé au front contre les ennemis de la paix. Vous savez, l'État est géré par l'exécutif et à la tête de cet exécutif, il y a le chef de l'État. Des mesures ont été prises pour pouvoir mettre fin à la situation difficile, nous la reconnaissons, que traverse la province. Ne jetons pas l'opprobre sur nos forces. Je voudrais vous inviter, en toute humilité, de penser aussi à ces jeunes gens qui, lorsqu'ils vont au front, c'est pour leur sacrifice suprême. De son côté, l'honorable Pascal Doudanga Cavarios, notable de la communauté Bira et acteur politique, interpelle la conscience du peuple iturien à la culture de la paix. Si nous voulons réellement la paix, cessons avec des divisions infertiles et impliquons-nous tous dans la sensibilisation pour la cessation des hostilités partout dans nos entités et encourageons nos vaillants militaires qui sont au front et qui tombent pour le retour de la paix en Ituri. Signalons que l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 6 mai dernier en Ituri et dans le Nord Kivu, n'a qu'un seul objectif, celui d'imposer la paix.
En parlant justement de la paix, les journalistes congolais appelés à se désabonner du fake news et rester professionnels. C'est l'appel de la division de communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO lancé lors de la célébration le 21 septembre de la Journée internationale de la paix. À travers cette célébration de la Journée internationale de la paix, organisée par la Division de communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO, en partenariat avec l'OMS, l'UNESCO et tant d'autres organismes internationaux, les journalistes étaient conviés au professionnalisme en donnant la vraie information, surtout dans ce contexte où le monde entier fait face à la Covid-19. Présent lors de la dite cérémonie, le président de l'Union de la presse du Congo, Gabi Kuba, a appelé ses pairs à se remettre en question s'agissant de l'exercice de leur profession, tout en mettant un accent particulier sur les délits de presse. Le reste d'interventions lors de ce forum sont allés également dans le sens d'appeler le chevalier de la plume au professionnalisme, tout en luttant contre toute forme de discrimination, de haine, d'incitation au conflit et à la diffusion des informations crédibles sur la Covid-19. La Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. Elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat observées dans de nombreux pays à travers le monde. La Journée internationale de la paix a été déclarée en 1981 par l'Organisation des Nations Unies. Direction l'Afrique, au Soudan, tentative de coup d'État menée par un groupe d'officiers des forces armées et des civils issus de l'ancien régime a été maîtrisée. 11 officiers et plusieurs soldats ayant participé à ce complot manqué qui visait le gouvernement de transition ont été arrêtés. Selon le pouvoir soudanais, ce coup de force manqué aurait été mené par des partisans de l'ancien président Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. Tentative déjouée impliquant des militaires et des civils qui visaient le gouvernement de transition mis en place après l'expulsion d'Omar el-Béchir en mars 2019. Selon un membre du Conseil de souveraineté, organe qui dirige la transition, les putschistes et des unités blindées de l'armée soudanaise ont tenté mardi matin de prendre le contrôle de plusieurs ponts reliant Khartoum et Omdurman dans le but de s'emparer de locaux des médias d'État. Cet axe est réputé pour être stratégique, mais malheureusement, l'accès au pont est resté bloqué avec une sécurité renforcée. La présidence du Conseil des ministres soudanais explique avoir eu l'information sur cette tentative de putsch dès lundi, ce qui lui aurait permis de la déjouer. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre Abdallah Hamdok a déclaré que le complot avait été fomenté par des personnes appartenant pour certaines d'entre elles à l'état-major de l'armée, ce qui avait permis de procéder à des arrestations. Il a assuré que cette tentative de putsch n'entraverait pas la transition vers la démocratie au Soudan. Plusieurs tentatives de renversement sont constatées dans le pays depuis la Révolution, toutes attribuées à des partisans de l'ancien régime dirigé par Omar el-Béchir, qui lui-même a été porté à la tête du pays en 89 par un coup d'État militaire avec le soutien des islamistes. Et en Libye, fin du gouvernement de transition après 6 mois d'existence. À 3 mois des élections générales, le Parlement a voté mardi une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdel Hamid. C'est au cours d'une séance à huis clos ce mardi matin à Tobrouk, en présence d'Aguila Saleh, le chef du Parlement allié du maréchal Haftar, qu'intervient cette plénière. Au total, 89 députés parmi les 113 présents ont voté cette motion de censure, ce qui met fin au gouvernement des transitions qui n'aura duré que 6 mois. Le gouvernement, lui, restera en place pour expédier des affaires courantes. Un coup de théâtre qui intervient moins de 24 heures après l'appel du Haut Conseil de l'État, dirigé par les islamistes, à reporter d'une année l'élection présidentielle. Ces développements ont lieu moins de 2 semaines après la ratification d'une loi électorale qui permet aux militaires de se présenter aux élections. Les mouvements islamistes refusent que le maréchal Haftar ou son fils, également militaire, se présente à la présidentielle. Abdelhamid Deba est accusé par de nombreux députés d'avoir dilapidé l'argent public en dépensant en 6 mois un énorme budget. On le reproche également des nominations des diplomates dont certains sont
des membres de sa famille. À cela s'ajoutent des soupçons de corruption et surtout son échec à réunifier le pays et améliorer les quotidiens des Libyens. On revient au pays pour parler sport, football. Le championnat de la Vodacom Première Ligue poursuit son marathon ce mercredi avec l'entrée en lice du Daring Club Motema Pembe et qui jouera Simba à Kolwezi dans le Lualaba. Le coach de Simba s'est exprimé avant la rencontre, une rencontre qu'elle compte entamer avec détermination. Nous avons invité à la veille des grands matchs de Simba et DCLP. Ce n'est pas la première fois qu'on a joué avec DCLP, c'est pas la deuxième fois, la dernière fois. L'équipe de Simba est en chantier. L'équipe de Simba, on se prépare en cachette. L'équipe de Simba, il n'y a pas de stars. Les joueurs eux-mêmes se feront stars. Parce que nous travaillons en silence, malgré un gros départ des patrons qui sont sollicités par-ci par-là. Mais nous sommes en train de chercher d'avoir une très bonne équipe. On a des bons éléments. Comme l'équipe est en chantier, on fera une bonne équipe par rapport à celle de la saison passée. Moi, je suis habitué à des grandes pressions. Ce n'est pas la première fois de coacher une équipe qui a beaucoup de supporters. Et quand il y a la pression, ça te pousse à ce que tu puisses travailler bien et dur et qu'il y ait des bons résultats. Il y a des pressions, pourquoi? Les supporters cherchent la victoire. Mais ils oublient que dans un match de football, il y a trois facteurs. Il y a la victoire, la défaite et le match nul. La messe est très bonne. Malgré il y avait un départ. Je vais vous rappeler une petite histoire. On avait Loudré Kabounoua. Il est parti. Il y a Fisson Kanada qui l'a remplacé. Quand Fisson est parti, il y a qui toi qui fait la fierté aujourd'hui, qui joue la Coupe d'Afrique, Champions League, ça fait la fierté des cibles. Dieu va encore susciter parmi les poulains, parce qu'il y en a, il y en aura. On ne le critique jamais au hasard. Il y aura des gens qui vont remplacer Kitwa, Sédou Poyi, Oualema et les autres, parce que la sélection, elle est bonne. Eh bien, hier, l'éternel rival du DSMP a réussi son entame à Goma, dans le Nord Kivu. L'Es Vita Club s'est imposé sur la note de 1-2 face à Dauphin Noir. Un premier test réussi pour Dominique Ouansi. Le technicien français a tout de même reconnu le mérite de l'équipe adverse. Coach, c'était un match très difficile et compliqué parce qu'ils nous ont donné pas mal de fil à retordre, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui n'a jamais fermé le jeu, qui a toujours joué. Nous, on a essayé de jouer un peu différemment que d'habitude. Voilà, c'était très difficile, on a essayé de mener. Et puis après, vous savez, un match comme celui-ci, ça se gagne sur un détail. On a eu le détail qu'il a fallu en fin de match pour marquer. Ça, on va voir chaque chose à son temps. D'abord, on va, je dirais, savourer cette victoire qui était difficile. Mais vous savez que le contre Goma, c'est toujours très difficile, puisqu'il y a toujours des scores étriqués. Bon, c'est une équipe qui joue à fond, qui ne ferme jamais le jeu. Donc c'est vrai que même s'il y a une défaite, moi je félicite le coach par rapport au jeu qui a été rendu aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes dans la construction. Donc on va petit à petit, comme peut-être toutes les équipes en ce moment, s'améliorer pour arriver à notre jeu et être le plus performant possible jusqu'à la fin de la saison. Une déception aussi, je dirais une déception, ça serait manquer de cracher sur mes joueurs parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Malgré la défaite, vous avez vu comment nous avons donné du début jusqu'à la fin, on était dans les matchs. C'est notre premier match, on n'a pas eu le temps de jouer beaucoup de matchs amicaux. Heureusement, c'est notre premier match, espérons que nous allons nous améliorer parce qu'on avait beaucoup de nouvelles figures. D'ici là, avec les matchs qui vont se suivre, je crois que nous allons nous améliorer pour essayer de nous mettre encore en confiance. Je ne voudrais pas parler sur l'arbitre parce que vous avez vu comment nous avons encaissé le deuxième but. C'était une faute d'abord sur le gardien, ensuite suivi par une touche de l'attaquant qui a marqué le but. On ne crache pas sur l'arbitre, c'est vrai, il y a un petit relâchement parce qu'on devait lutter jusqu'au bout de cette action. Malheureusement, on a lâché quand on a su que c'était une faute, mais l'arbitre a validé. Félicitations pour l'équipe de l'AS Club, c'est leur premier match aussi. Je crois aussi avec la suite, nous allons tous nous améliorer.
Eh bien, toutes nos excuses pour la qualité du son au Cameroun. Samuel Eto'o a confirmé sa candidature à la tête de la Fédération camerounaise de football dont l'élection est prévue le 11 octobre prochain. L'ancien capitaine et meilleur buteur des Lions indomptables a fait cette annonce ce mardi sur les réseaux sociaux dans un document de 2 pages motivant sa candidature. Samuel Eto'o a déclaré que l'heure est grave et qu'il était temps de lancer des chantiers de reconstruction du football camerounais avec un projet novateur, une annonce qui vient après celle de Didier Drogba pour la Fédération ivoirienne de football. Et bien, place à présent, rappel des principaux titres. La 76e Assemblée générale des Nations unies en retiendra du discours de Félix Tshisekedi l'appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments, surtout dans la lutte contre la Covid-19, mais aussi l'insécurité permanente en RDC et en Afrique. 10 ans de prison ferme à l'endroit du directeur général du Bureau central de coordination BCECO, Théophile Matondo Bougou, est accusé de détournement de 5 700 000 $ américains de TVA dans le projet de lancement de la centrale hydroélectrique de Bukanga-Lunzo. En Libye, à 3 mois des élections générales, le Parlement a voté une motion de censure contre ce gouvernement dirigé par Abdelhamid. Les détails, vous les avez eus dans cette édition. Et puis en sport, des rencontres à suivre ce mercredi pour le compte de la Ligue nationale de football des Sampé qui jouera Simba de Kolwezi dans le Lualaba. Eh bien, venons-en à présent à la revue de presse. Je retrouve de l'autre côté du plateau Jenny Kaimbe avec la sélection des journaux parus ce mercredi. Bienvenue. Merci Arlette Boutella, je suis ravie de partager ce plateau avec vous après plusieurs mois d'absence. Merci beaucoup. On revient sur la 76e Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi décrit l'insécurité en Afrique et en RDC. Effectivement, dans son discours hier devant la tribune des Nations Unies, le président de la République s'est montré déterminé à éradiquer le groupe terroriste dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Félix Tshisekedi, la restauration de la paix dans son pays donnera lieu à la bonne tenue des élections générales prévues en 2023. Il a même promis de consacrer toute son énergie dans cette lutte. Renseigne actualité.cd. La sécurité et la paix définissent les conditions de vie de population. On croit le chef de l'État, car un pays en proie à des conflits des groupes rebelles éprouve des difficultés pour se développer sur tous les plans dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, précisément dans la partie est du pays. Le chef de l'État avait instauré l'état de siège en mai dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Évoquant ces sujets lors de son allocution à l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi, repris cette fois-ci par 7 sur 7.cd, a prévenu que l'état de siège ne sera levé que lorsque les raisons qui ont conduit à son instauration trouveront solution. Boutella, cette question de la prolongation de l'état des sièges intéresse le plus, puisqu'aujourd'hui dans le pays, certains sont déjà contre la prolongation de l'état des sièges, qui est déjà sa 8e fois. Parmi les raisons évoquées, il y a le manque de fruits de cet état des sièges depuis sa proclamation, rapporte 24h.cd. Pour le député national Gratien Irakan, les bilans de l'état des sièges est négatif à la suite des détournements de fonds, ajoute radiocapi.net. Mais pour l'armée congolaise, les bilans de l'état des sièges restent positifs jusque-là avec la traque des rebelles. Eh bien, on parle du monde des affaires qui est beaucoup moins en colère que le monde politique. Nous parlons ici de l'affaire des sous-marins australiens. Oui, le gouvernement australien a décidé de mettre fin au contrat de commande de sous-marins signé avec la France. Cette affaire rappelle aux responsables politiques la réalité crue du poids politique de la France dans la géopolitique aujourd'hui. Note atlantico.fr et des réactions n'ont pas tardé à ces sujets. Certains analystes estiment que la France ne pèse plus face à deux superpuissances qui se disputent une hégémonie internationale, entre autres les États-Unis et la Chine. Surprise par cette décision, les autorités françaises
ont aussi réagi. Pour le ministre français des Affaires étrangères cité par ce site, les coups est très dur, surtout qu'elles n'ont pas été prévenues, même si cela ne pouvait rien changer. L'Australie a donc décidé de se faire un nouveau chemin sans la France, mais cette fois-ci avec les Américains et les Anglais qui sont en guerre de leadership depuis un certain temps. Et le président français Emmanuel Macron, qui a aussi réagi, estime que cette situation ne changera pas grand-chose, même si ça traduit un sentiment de trahison. Et comme les dit un adage, qui se sent piqué connaît l'affaire. Joe Biden n'a pas tardé à laver son image en s'excusant auprès de la France, tout en confirmant qu'elle reste l'un de ses fidèles alliés. Merci beaucoup Jenny Kayembe pour cette sélection. Merci à vous autant. Eh bien, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.